Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du ZCL de ce mercredi. On parlera aujourd'hui avec un chercheur historien, monsieur Bibombari Bok, qui sera ce soir en conférence à la bibliothèque de Chazot aux Abîmes. Il parlera d'un thème tout aussi intéressant. On parlera aussi avec nos chroniqueuses qui seront présents, avec Jocelyne Ampry qui nous fera une épopée sur le carnaval, avec Wilfried Bélizer qui nous parlera de sa préparation sportive pour la prochaine édition de la Kawijet qui va se dérouler à Petit-Bourg sur la plage de Via entre le 10 et le 13 mai, financière mais aussi sportive. Et puis on parlera avec la chronique psycho avec Yann Kamalanima qui parlera de troubles bipolaires entre l'euphorie et bien sûr la dépression. Et puis on va terminer avec le chroniqueuse. On parlera avec Martine de la culture selon Martine. Voici le menu du ZCL. Bonjour Keïssa. Bonjour Jean, voyons les titres qui font l'actualité aujourd'hui. Et nous ouvrirons le journal d'aujourd'hui en partant pour Paris à l'occasion de la signature du contrat d'objectif à la suite de l'entrée au capital du groupe SNI comme actionnaire de référence de 6 sociétés immobilières des Outre-mer. Par la suite, nous partirons à Basse-Terre, nous parlerons de la CAGSC. Ils ont été informés de la tenue d'une réunion à l'initiative du club Le Racing ce samedi 13 janvier 2018 avec l'ensemble des présidents du club de football. Et c'est avec l'ITF que nous clôturerons le journal d'aujourd'hui. C'est la 5e édition du tournoi international de tennis féminin de la ville de Petit-Bourg. Il y a d'ailleurs déjà commencé depuis ce samedi 13 et devrait prendre fin d'ici le 20 janvier. Et comme je vous le disais en titre, partons maintenant pour Paris à l'occasion de la signature du contrat d'objectif à la suite de l'entrée au capital du groupe SNI comme actionnaire de référence de 6 sociétés immobilières d'outre-mer. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, et le président du directoire du groupe SNI, André Hiche, ont présenté une stratégie à 5 ans pour le logement outre-mer 2018-2022. Détenant plus de 70 000 logements, soit la moitié du parc social locatif des départements d'outre-mer, il faut savoir que les SIDOM ont un rôle clé à jouer dans la mise en œuvre du plan logement outre-mer, dont l'objectif principal est la construction ou réhabilitation de 10 000 logements sociaux par an. Écoutons André Hiche au micro de Maurice Cessé. Écoutez, ce que nous souhaitons vraiment, et c'est l'esprit dans lequel ce contrat a été conclu, c'est de faire en sorte qu'en professionnalisant la gestion, en apportant si nécessaire des ressources complémentaires, je citais le cas tout à l'heure dans mon discours introductif de la production à Mayotte, nous soyons en état d'apporter des ressources financières, notamment complémentaires, permettant effectivement de dynamiser la mise en œuvre du plan logement. Voilà, alors il faut tenir compte de la situation de chaque société, bien sûr. Il faut tenir compte aussi de la situation de chaque territoire, de chaque département, avec des démographies différentes, avec une situation du patrimoine qui n'est pas la même non plus partout. Il y a des endroits où le patrimoine existant est, il faut bien le dire, dégradé. Il faudra faire un effort de réhabilitation, de rénovation, voire de démolition, reconstruction significatif. Et puis, je crois que nous devons aussi faire un effort pour introduire davantage de diversité dans l'offre. C'est-à-dire que nous devons, lorsque c'est bien localisé, par exemple, introduire la possibilité de quelques logements dits dans la catégorie intermédiaire pour attirer des cadres moyens sur certaines localisations. Nous devons aussi faire davantage, je crois, d'une manière générale, d'accession à la propriété dans le parc ancien. Nous devons faire un effort pour rendre accessible, peut-être sur de longues durées, à la propriété des ménages qui sont en état, effectivement, de par leur revenu d'activité, d'accéder à la propriété. Mais tout ça, on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Il faut le faire en prenant beaucoup de précautions pour sécuriser, par exemple, en l'occurrence, les accédants, pour éviter des situations de surendettement, pour leur offrir la possibilité, s'ils regrettent leur décision, finalement, de redevenir locataires sans perdre d'argent. Bon. On doit faire un effort aussi pour adapter l'offre de logement au vieillissement de la population. Par exemple, à Martinique, on constate effectivement un certain vieillissement de la population. Il faut impérativement adapter l'habitat justement à cette situation-là. Donc aujourd'hui, il y a maintenant, comme on le disait, 2 ans que nous avons commencé à étudier cette opération. Nous sommes dans une situation où nous connaissons maintenant assez bien chaque territoire et les besoins de chaque territoire. Et donc ce qu'il faut, c'est passer à l'action.
Et maintenant, direction Basse-Terre, où les services de la CAGSC ont été informés de la tenue d'une réunion à l'initiative du club Le Racing ce samedi 13 janvier 2018 avec l'Assemblée des présidents des clubs de football. Au cours de celle-ci, il a donc été évoqué la fermeture du stade de football de Rivière-des-Pères. Il y a bien sûr des causes à cette fermeture et il y a une obligation de réhabiliter cette structure nécessaire pour le rayonnement du monde sportif. On fait le point avec Lucette Michaud-Chevry. Le stade est fermé parce que vous le constatez, ce stade est positionné en face du vent au moment de la catastrophe Maria. Contrairement à ce qu'a dit le ministre, on a eu des coups de vent ici extrêmement violents. Vous n'avez qu'à voir le poteau d'éclairage, il a abîmé. Tout le toit est abîmé. Nous n'avons pas pu encore accéder au toit parce que nous n'avons pas les échelles qui nous permettent d'y aller. Nous avons fait une démarche auprès du SDIS qui nous a répondu oui, mais à l'examen comme ça qui a été fait par des experts, on me dit dangereux. Dangereux, je ne peux pas laisser le stade ouvert. Ce que je déplore, c'est que les clubs sportifs de Basse-Terre se sont réunis samedi dernier. On fait une réunion sur le stade. Si on voulait faire une information intéressante et avoir une bonne information, on aurait pu demander aux ingénieurs de la communauté de communes de venir et ils auraient expliqué. Là, on fait une information polémique. Et je ne me laisse pas impressionner par les informations polémiques. C'est une structure qui est ouverte au public. Je me dois d'assurer la sécurité. Tant que les experts ne me diront pas « vous pouvez y aller », je ne peux pas laisser le stade ouvert. Il y a des clubs, il y a des terrains à Goubert, à Baïf, où on peut s'entraîner, mais il y a un problème de recettes pour les clubs. Je peux le comprendre. Mais pour autant, on ne peut pas gérer les problèmes globaux de la Guadeloupe à travers des aspirations uniquement égoïstes. Jeudi, nous avons réunion avec un opérateur qui vient avec un spécialiste pour regarder l'état de la structure et savoir les décisions à prendre. C'est à partir de ces décisions que la CSBT va se prononcer. Mais nous avons déjà pris une délibération désignant des opérateurs pour regarder l'état du stade et savoir les actions à mener. Cela nécessite que nous respections une procédure. Et avant de continuer dans la suite de notre journal, rappelons des points forts avec Jean et des rendez-vous à ne pas rater. Oui, en ce moment, ça se déroule à la résidence départementale. Josette Borel-Lincertin, la présidente du conseil départemental, va adresser ses vœux dans quelques instants aux forces vives, en présence du délégué interministériel Jean-Jacques Mormec, qui est arrivé en Guadeloupe depuis lundi. Il a commencé, bien sûr, là, il est le parrain de la manifestation Entreprendre dans les quartiers. Jean-Jacques Mormec a été reçu hier par le président de région Harry Chalus pour discuter. Des jeunes ont été sélectionnés dans la foulée pour être les ambassadeurs de la culture, du sport à Paris et à Washington. Toujours dans ce cadre, le délégué interministériel, demain, il ira rendre visite aux jeunes du RSMA. Et toujours dans les rendez-vous à ne pas manquer, cette découverte au pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre de Anaïs Westman, cette plasticienne qui expose des œuvres à ne pas rater. Keïssa, ce sont des rendez-vous tout aussi importants. On continue la suite du journal et comme je vous le disais en titre, c'est la 5e édition du tournoi international de tennis féminin ITF de la ville de Petit-Bourg. Il a d'ailleurs déjà commencé depuis ce samedi 13 et devrait prendre fin d'ici le 20 janvier. Un événement organisé par la ville de Petit-Bourg en collaboration avec la Ligue de la Guadeloupe, de la Fédération française et de la Fédération internationale de tennis. À cet effet, 32 joueuses seront qualifiées pour le tableau final et s'affronteront lors de matchs en simple et en double. Le reportage avec Michel Héraclite. Ce n'est pas quelque chose qui nous concerne directement, ça concerne surtout la pêche nationale, surtout la région des Hauts-de-France, notamment la pêche dans la mer du Nord. Donc en fait, effectivement, c'est une pêche très destructrice et très néfaste en fait pour la ressource. Donc du coup, elle a un taux de rentabilité qui est quasiment maximal. Donc du coup, laisse très peu de poissons survivre. Donc du coup, il est important que l'Europe puisse interdire ce genre de pratique, d'autant plus que c'était pratiqué par les Hollandais et qui venaient pêcher dans les eaux françaises. Donc avec une perte de ressources pour les navires français. Donc ça a de gros impacts en fait de ce côté-là de la France.
France. Alors non, on n'a pas de risque de pêche électrique, mais il faut quand même rester vigilant pour ce genre de pratique. Et il est important aussi de protéger la ressource malgré le fait que nous puissions pêcher. Donc nous avons des pêches beaucoup plus protectrices de l'environnement, d'autant que nous sommes sur une pêche artisanale. On parlait pour la pêche guadeloupéenne, c'est une saison de traîne qui est un petit peu difficile pour l'instant, notamment sur la dorade et les autres espèces pélagiques, thon, marlin ou autres. C'est vrai qu'on aurait aimé qu'elle soit déjà plus fructueuse. Bon, on a quand même le lambi qui continue toujours jusqu'au 31 janvier. On a l'oursin qui s'est terminé au 31 décembre. Donc on espère quand même qu'on aura une bonne année pour les pélagiques d'ici à février, mars, pour qu'on puisse quand même avoir des entreprises qui puissent générer de l'argent. Alors quand même, il faut rappeler qu'on a une production de poissons frais, d'excellente qualité. Donc sur l'ensemble des ports de la Guadeloupe, de débarquement, il y a toujours un petit marché sur le port. Donc que la population n'hésite pas à venir chercher ses produits sur les marchés guadeloupéens. Et voilà, nous sommes en compagnie de la belle Jocelyne. Jocelyne qui aujourd'hui va nous parler du carnaval. Bonjour Jocelyne. Bonjour Kessia, bonjour Jean. Je profite pour vous souhaiter une bonne année à tout le monde. Avec plein de bonnes choses, chacun demande ce qu'il en a besoin. Et aussi une bonne année à tous les téléspectateurs et auditeurs de RHT et de Canal 10 FM. C'est bien ça. Et Jocelyne, nous sommes en pleine période de carnaval et tu n'as pas choisi un thème par hasard, le carnaval. Non, je n'ai pas choisi au hasard. Je me suis dit que c'est intéressant de savoir d'où sort le carnaval. Donc je parle du carnaval à travers les siècles. Tout à fait. Mais sans plus attendre, avant de nous parler du carnaval et de développer sa chronique d'aujourd'hui, générique. Oui, rebonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de RHTK et C10FM. Donc, j'ai choisi le carnaval parce qu'en fait, le carnaval, c'est une tradition populaire. On dit, bon, voilà, non, mais d'où ça sort en fin de compte? C'est une histoire. C'est une histoire, hein, c'est une très très longue histoire. En fin de compte, le carnaval remonte à près de 4000 ans avant Jésus-Christ. Ça date. C'est énorme, ça date. Donc, cette liasse populaire, donc ça remonte à ce moment-là où les gens se lâchaient, tout ça, et ça remonte à l'époque mésopotamienne, l'antique Babylone. Et comment ça s'est fait? Bon, il y avait une fête, c'était la déesse Anaïstis. Ma langue fourche, et pourtant j'ai pas pu. La déesse Anaïstis, qui était la déesse mère, et pour laquelle on faisait des offrandes, on la fêtait pendant 5-6 jours. Et lors de ces journées, les gens se lâchaient. Déjà, on voyait les personnes, le principe même du carnaval où les gens échangeaient les rôles. Donc, le roi se mettait en pauvre, en mendiant, le riche, voilà exactement. Et pendant ces 6 jours, on prenait un condamné à mort et on le sacrait roi pour pouvoir l'exécuter à la fin. C'était assez cruel. Hein. Donc, mais au moins, il avait une belle vie pendant 6 jours. Donc, voilà déjà ça. Ensuite, ça a été repris par les Grecs. Et en fêtant le dieu Dionysos, ou bien Bacchus comme on dit, et là, comme on entendait, c'était l'ordre où on faisait d'immenses bacchanales, sachant que le Dionysos, c'était le dieu de la danse, du vin, des récoltes et de la joie de vivre. Et donc, pendant cette période qui durait aussi une semaine, 5-6 jours, les gens dansaient, mais avec frénésie, mais ils étaient pris... j'ai l'impression qu'ils étaient sous extasie, si on aurait pu dire. Et pendant cette période, c'est vrai qu'ils se livraient à beaucoup de débordements dans les orgies. On a entendu parler, voilà, donc c'était vraiment la période du lâcher-prise. Les Romains ont copié sur les Grecs, et eux, ils ont fêté les Saturnales. Les Saturnales, c'était en honneur du dieu Saturne, le dieu du temps, le dieu de la récolte. Et pareil, pendant 8 jours, ils échangeaient les rôles. Et ils fêtaient à tout va, quoi. C'était vraiment des beuveries immenses, c'était des fêtes immenses, et aussi les débordements tels que les orgies, les ceci et cela. Et c'était vraiment, ça a marqué ce temps. Les Européens ensuite ont repris toutes ces idées, tout, et les paysans les fêtaient pareil. Et le problème, c'est que l'Église catholique
au départ, était contre ça. Était contre. Contre. Donc, mais il avait beau faire, le peuple avait raison. Donc il y avait la journée des fous. Il a dû adapter vraiment, parce qu'il y avait la journée des fous. D'ailleurs, ça a inspiré les rois mages. Quand on fait la fête de l'Épiphanie, et pour une journée on devient roi, et ben ça sort de là. La fête des fous, la fête des enfants, les enfants qui deviennent évêques ou rois. Et donc, au départ contre, ils ont dû adapter et chercher un moyen de pouvoir faire coïncider le biblique et le profane. Et comment ils ont fait? Donc, comme il y avait carême, les gens pour pouvoir faire respecter, et ben, il fallait qu'il y ait un débordement avant pour pouvoir accepter ces 40 jours de carême. Donc, comme on dit, et d'où le nom de carnaval, ça veut dire ôter la viande. Donc, carne levare de l'italien, ôter la viande. Donc, et pendant ce carême, on ne mangeait pas de viande, bien sûr, mais on n'avait plus le droit non plus de manger ni produits laitiers, ni œufs. Maintenant, ça s'est un peu amélioré. C'était assez dur. Donc, les gens, c'est pour ça qu'il y avait un débordement. Et à l'époque, les gens dansaient dans les églises, ils faisaient la messe à l'envers. Donc, j'essaie de comprendre comment ils pouvaient faire la messe, mais enfin bref, c'était ça. Et dans toutes les couches de la société, ça se faisait, que ce soit chez le roi, chez les nobles, chez les paysans. À ce moment-là, il n'y en avait plus de frontières. Tout le monde, toutes les classes sociales étaient mélangées, un peu comme maintenant. On voit tout le monde descendre dans la rue, ben, c'était à cette période, c'était ça. Et d'où, au Moyen-Âge, disons qu'au Moyen-Âge, au XIe siècle, les paysans, parce que tout sort aussi du monde paysan, c'est là où on voit les premiers bois-bois. C'était les mannequins qui faisaient les mannequins en paille, qui symbolisaient l'année de souffrance ou les récriminations qu'ils avaient à faire. Et donc, et à la veille, le jour du Mardi Gras, ils faisaient une ronde et ils brûlaient ce vaval, entre guillemets, et les masques qui allaient. Et pourquoi ils portaient les masques? Parce que les paysans aussi, ils se disaient que c'était une période pour faire venir les morts. Donc pour eux, comme tout le monde avait un masque, donc ils pensaient que les morts pouvaient être aussi parmi eux masqués et il n'y aurait pas de différence, on ne peut pas les voir. Mais ils espéraient ça parce que pour eux, faire venir les morts qui dansent avec eux, c'était un signe que les récoltes seraient bonnes, qu'il y aurait une meilleure année. Donc c'est pour cela qu'on faisait. Mais il y avait obligation qu'au coucher du soleil, il fallait brûler le mannequin et brûler les masques. C'est des choses qu'on a récupérées aussi avec... Mais pourquoi cette obligation? Parce que sinon, c'est le monde des esprits, il faut que les esprits retournent chez eux. D'accord. Donc là, on fait venir les morts, ils dansent. Peut-être que pour eux, ils pensaient danser même avec un mort pendant le truc, parce que tout le monde avait un masque, personne ne reconnaît personne. Ben voilà, donc c'était cette obligation. Et chez les Africains, le carnaval est rentré comment? Chez les Africains, c'est à partir, on peut dire, pendant l'esclavage. Pendant l'esclavage, comme ils avaient hérité ces rites des Européens, des colons, des maîtres. Donc ça a pu être transformé ou... Voilà, ça a été transformé énormément. Donc ils voyaient leurs maîtres faire le carnaval et petit à petit ils ont pu le faire à leur tour, mais en améliorant avec les tambours et les masques. Sauf certains esclaves qui étaient adeptes du vaudou et qui ont refusé de faire le carnaval parce que pour eux c'était une insulte pour leur tradition et leur rituel, quoi. Donc ils n'acceptaient pas ça. Donc il n'y a qu'une petite partie des esclaves qui n'ont pas fait de carnaval, qui n'acceptaient pas de le faire parce que pour eux c'était le maître ou le colon, la puissance, se moquer de leur tradition, de leurs ancêtres et des esprits. Et comment le carnaval, Jocelyne, est arrivé aux Antilles? Le carnaval est arrivé aux Antilles à cette période, la période esclavagiste, on peut dire, et ça a été transformé. Ça a été transformé, toujours pareil, c'était le moment où les esclaves s'habillaient pareil que les maîtres, ils pouvaient au moins les tourner en ridicule sans risquer de se faire pendre ni quoi que ce soit. Et ils ont ajouté cette touche personnelle, les tambours, les danses, les chants, et qui est totalement particulier. Et de là où on a vu maintenant, c'est très codifié le carnaval. Maintenant, on trouve les différents groupes. Il y a les groupes à peau qui résultent de cet héritage, et les groupes maintenant à Caisse-Claire. Dans les groupes à peau, il y a deux types de groupes à peau. Il y a le groupe Akio, avec la musique Saint-Jean, et le groupe Vukum avec la musique Roussiro. Donc déjà... Alors la différence entre les deux? La différence, c'est au niveau du rythme, c'est le son. Donc si j'avais de la musique, on aurait pu entendre la différence. Mais les carnavaliers qui connaissent, ils savent, ils reconnaissent bien. Donc déjà ça, les deux groupes on peut dire qui sont représentatifs de ces deux sons. Ensuite, dans les groupes à peau, il y a différentes catégories. Il y a les timas.
Dans les groupes à peau aussi, il y a les groupes à fouet, enfin les fouets, il y a les défilés à pied, voilà, donc il y a ça. Dans les caisses claires, il y a 2 types aussi de caisses claires. Il y a les caisses claires avec les instruments qu'on connaît, modernes qu'on connaît, et il y a ceux qui sont les synthés, avec le camion, le sound system vraiment énorme, et le groupe qui vient derrière. Donc déjà, on différencie ça. Dans les masses, tout à l'heure je parlais des petits masses avec il y a différents. À l'époque, on connaissait les masses à ruban, masses à oignon, voilà. Donc, mais il y a un masque que j'entendais ma mère me dire, les mocos zombies. Ah ouais. On n'entend plus parler de ça. Les mocos zombies, c'était la représentation du diable. Et il était monté sur des échasses. On voit que quelques-uns, mais il faisait très peur. Moi, j'étais petite, j'avais très peur de ça. Il y a les masques à cornes, vraiment les cornes avec les cornes de bœuf. Mais tout ça, ça a une signification parce que c'est censé représenter la virilité. L'abondance, donc ça faisait peur, c'était pour effrayer, mais en même temps il y avait une symbolique derrière. Donc ensuite il y a les masses à l'enmort. Ma mère me disait qu'elle avait peur de ça aussi parce que c'est les fameux masques quand on était petit qui faisaient peur avec une espèce de grand drap et les gens ils venaient, ils te piquaient. Maintenant on n'a plus le droit de piquer les gens comme ça, mais ma mère me dit qu'elle avait une peur affreuse de ces masques. Il y en avait d'autres encore, quand je dis il y a les masses à fouette, masses à miroir, à part en Martinique avec les Diables Rouges, on voit encore des gens avec plein de miroirs sur eux, on l'en voit de moins en moins. Donc ce sont des traditions. Et par contre, le dernier masque qu'il y a, le masque à zombies, il est récent et il date de 1991 et c'est le groupe Vukum qui l'a créé. Et là, on représente les zombies. Mais d'où est venue cette idée ? Toujours dans le populaire, c'est-à-dire il faut faire peur et c'est-à-dire qu'on mais pourquoi cette envie de faire peur? Non, parce que quand on a peur de quelque chose, si tu le mets au grand jour, tu as moins peur. D'accord. Donc c'est une manière de comment dire, concrétiser ces peurs et de les surpasser. Donc tout ce qui fait peur, on les met. En même temps, pour eux, peut-être qu'en se mettant comme un zombie, ils peuvent chasser aussi les hommes. Donc il y a différentes au niveau du mental, il y a différentes progressions. Donc je n'en sais rien, mais en général c'est ça. On fait peur, mais on arrive à dompter sa peur en faisant peur. Voilà. À voir les images, hein, et je suis regardé le carnaval, on fait peur, mais il y a quand même des spectateurs qui vont voir. Et oui, mais c'est devenu un spectacle maintenant. D'ailleurs, il y a certains groupes qui sont sponsorisés, il y a beaucoup d'argent derrière. Donc maintenant, il y a aussi le côté touristique derrière aussi. Un carnaval professionnel. Mais, exactement. Parce qu'il y a un enjeu touristique derrière, parce qu'il faut savoir que la haute saison correspond à la période carnavalesque. Ça attire du monde parce qu'ils viennent pour le carnaval. Donc maintenant, il faut mettre de l'argent dehors pour pouvoir ramener tous ces sous. Donc les gens n'hésitent pas à mettre. Il y a beaucoup de sponsors qui sont derrière, que ce soit au niveau de la télé, la radio, que ce soit les grosses entreprises ici qui sont derrière cela. Mais au-delà du carnaval, Jocelyne, les groupes deviennent maintenant de vraies associations et comme une famille. Mais d'ailleurs, ils font même des sorties au cours de l'année. Ils font des sorties, mais de toute manière, pour que ça continue, il faut toujours qu'il y ait un regroupement. Donc on ne peut pas faire carnaval un jour et ensuite dire au groupe on ne se voit pas. Donc il faut toujours avoir un regroupement pour pouvoir penser à l'idée de l'année prochaine, comment on va faire, qu'est-ce qu'on peut apporter de mieux par rapport à l'année qui vient de passer. Donc c'est tout à fait normal. Et comme ils sont en association, il y a un enjeu aussi, ce sont des petites entreprises, il y a de l'argent qui rentre. Voilà, donc il faut chercher ça. Donc maintenant, il y a des designers. Dans certains groupes, il y a des gens qui dessinent les vêtements, il y a des couturières, il y a toute une industrie, une micro-industrie qui est derrière. Donc, on a même vu notre double médaille olympique d'or. Oui, Teddy Riner avec le groupe Akio. D'ailleurs, Akio, c'est l'un des plus anciens groupes qu'on peut noter structuré. Le premier, non ? Structuré, je dis structuré parce qu'avant tout le monde faisait du carnaval, mais vraiment structuré, et il date de 1979 à Kyo, et vraiment c'est l'un des premiers groupes à Pau qui est structuré. D'ailleurs on le voit quand il défile, la foule qu'il draine, c'est énorme le succès qu'il a. Donc voilà. Donc, et rapidement, Jocelyne, est-ce que le carnaval, ça rime avec les beignets comment ? Et pourquoi ça rime avec les beignets ? Comme je disais tout à l'heure, c'était avant carême. Et comme on ne devait pas manger d'œufs ni de produits laitiers, tout ce qu'il y avait, on faisait une orgie entre guillemets. C'est bizarre, ce mot revient souvent.
Décidément. De beignets, de crêpes. Et c'est devenu la symbolique du carnaval. Donc c'est pour ça que et nous, on a refait nos beignets. Les beignets qu'on a, ils sont même meilleurs aujourd'hui parce qu'on a le petit. Très très rapidement, avant qu'on me pique sur les doigts, on n'a rien à envier aux autres. Hein. Le carnaval de Guadeloupe, fait partie des meilleurs du monde. On a une particularité qui est le carnaval antillais. Notre carnaval de Guadeloupe est vraiment particulier par rapport au carnaval de Rio, par rapport à celui de Nice ou de Dunkerque où on voit des grands mannequins. Voilà. Donc on n'a rien du tout enlevé à ces pays. On aura compris avec Jocelyne, notre carnaval est une orgie de festivités. Ah oui, le mot est resté. Merci. Le mot est effectivement resté. De vous quitter tous. Là, j'ai quand même une annonce à faire de Kafka Energy qui font des formations pour le mois de février en FCO voyageurs et FCO marchandises et ça va du 15 au 21 février et ainsi que le permis C et CE. Et les formations sont prévues du 5 février au 29 mars. Donc, pour avoir de plus amples informations, il faut contacter le Kafka Energy au 05 90 93 63 11, 05 90 93 63 11 ou se rendre au Jardin de Walbo. Ils seront un plaisir de vous accueillir ou bien aller sur le site kafkaenergy@orange.fr. Merci Jocelyne. Et voilà, il est 12h56. Vous avez écouté Jocelyne Nampry qui nous a parlé du carnaval à travers des siècles. Vous nous regardez en direct du ZCL et nous écoutez en direct de Radio Haute Tension 89.8 mais aussi de C10 FM 103. On se retrouve après la pub. Et voilà, il est 13h02, pardon, nous vous avons pas souhaité un bon appétit, mais en tout cas nous le faisons maintenant. Nous sommes en compagnie de Dibombari Mbok, qui a écrit un livre d'ailleurs, mais on le reçoit aujourd'hui dans le cadre d'une conférence qui a lieu à la bibliothèque de Chazeau aux Abîmes ce soir. Le thème de ce soir sera les hiéroglyphes égyptiens et la méthode Kouma, c'est ça ? C'est bien ça, Kouma. C'est bien ça, absolument, oui. Alors, dites-nous, pouvez-vous nous parler plus amplement de cette conférence ? Alors, c'est une conférence qui est organisée par l'association SEMA, qui a eu, dont j'ai l'honneur d'être l'invité, et effectivement qui porte sur les hiéroglyphes égyptiens et la méthode Kouma. La méthode Kouma, c'est une méthode que j'ai pu développer au cours de ces dernières années et qui a vocation à lire les hiéroglyphes à partir des langues africaines modernes. Donc, elle présente un vif intérêt, et j'invite ceux qui, naturellement, le peuvent, de nous rejoindre ce soir pour en savoir plus, disons. C'est ça. Monsieur Mbok, oui. Vous êtes chercheur. Vous avez écrit plus d'une quarantaine de bouquins. J'en ai retenu Le Dieu noir, la philosophie égyptienne du Christ, Pourquoi Dieu est-il noir ? On a envie de vous demander combien de temps ? 40 ouvrages Oui, disons que c'est parce que je me passionne pour ces questions, les humanités fondamentales, et j'ai à cœur de populariser en fait les humanités fondamentales. Qu'est-ce que c'est que les humanités fondamentales ? En fait, c'est un ensemble de connaissances qui procèdent de l'Antiquité africaine et souvent mal connues ou mal enseignées et qui ont vocation à être mieux connues. C'est la raison pour laquelle j'ai eu à cœur précisément à travers ces ouvrages de les popularisé en fait. Aujourd'hui, ceux et celles qui auront la chance d'assister à cette conférence ce soir à la bibliothèque de Chazeau auront une chance. Aujourd'hui, est-ce qu'il est important de savoir ces connaissances ? Oui, absolument, puisque les enjeux sont tels nous sommes à la croisée des chemins, puisqu'on arrive un peu, j'allais dire, on saisit l'horizon d'un certain nombre de concepts qui ont été opérationnels pendant ces derniers siècles et qui montrent clairement leurs limites. Et il est question pour nous de solliciter le socle en fait de ce qu'on appelle la civilisation, et lorsqu'on questionne ces aspects, naturellement l'Afrique rentre en compte, puisque l'Afrique, vous le savez, est le berceau de l'humanité. C'est là où l'homme a pratiqué l'agriculture pour la première fois, s'est sédentarisé aussi. Donc c'est un ensemble de faits qui nourrissent aussi le fait religieux, donc le fait spirituel, d'où l'intérêt que nous avons précisément non seulement d'évoquer ces aspects à travers la civilisation égyptienne, qui est la civilisation la plus brillante que l'humanité ait connue, mais aussi à travers un renouvellement des connaissances liées aux pratiques ou aux traditions contemporaines de l'Afrique noire. Voilà. Donc l'intérêt, il est triple, si je puis dire. Voilà. C'est-à-dire lié
jeter une lumière nouvelle sur le passé africain, réactualiser ses connaissances et les diffuser au grand public. Voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, tout est parti de l'Égypte. Aujourd'hui, cette méthode que vous allez présenter ce soir, la méthode Kuma, qu'a-t-elle de différente par rapport à la méthode Alors, je pourrais faire l'historique des hiéroglyphes égyptiens. Je ne serai pas si long car je laisse le bénéfice à ceux qui nous rejoindront ce soir de pouvoir en apprendre davantage. Mais tout ce que je peux dire, c'est que jusqu'à présent, on a considéré les hiéroglyphes égyptiens comme étant des lettres alphabétiques. Or, moi, je dis que ce sont des idéogrammes car c'est bien de ça qu'il s'agit. Ce sont des idéogrammes. Et les idéogrammes, eh bien, ce sont des dessins qui représentent des idées ou des concepts. Si on veut solliciter l'idée, nous sommes obligés d'aller au nom que représente l'objet. Donc, chaque objet dans la civilisation égyptienne correspondait à un mot au sein des langues africaines. Et je montre clairement que la relation entre les différents signes au sein d'une même graphie, disons, c'est l'homonymie qui est la règle préférentielle et qui permet d'accéder au concept. Car une chose est de solliciter le son à travers l'alphabet, mais une autre est d'accéder à la pensée symbolique du peuple qui a produit précisément ces hiéroglyphes. Et l'intérêt pour nous, en tant qu'Africains ou Afro-descendants, c'est précisément d'accéder à cette connaissance via la connaissance directe que sollicitait notamment le professeur Cheikh Anta Diop. Voilà. Qui est ça? Oui, parlons un peu de votre livre, Les hiéroglyphes égyptiens, car c'est le tome 1, nous le rappelons. Dites-nous, c'est un livre qui comptabilise plus de 500 pages quand même. Combien de temps pour écrire? Disons que je dirais 4 à 5 mois, parce que généralement mes livres sont déjà formés. 4 à 5 mois? Ben oui, parce que mes livres sont déjà formés dans l'esprit avant d'être produits. Donc lorsque j'écris, c'est d'un jet en réalité, c'est souvent le cas. Ça surprend, je le sais, pour plusieurs de mes livres. Sur les 40 que vous avez écrits, oui. Vous prenez entre 4 et 5 mois. Oui, pour écrire un livre, c'est ce qu'il me faut effectivement pour... Mais vous voyagez, vous partez pour... Parlez-nous de vos voyages alors. Je voyage un peu partout. J'ai été dans plusieurs endroits dans le monde et précisément aussi pour diffuser ce savoir, cette connaissance en fait qui procède de l'Afrique antique. Mais effectivement, mon travail c'est un travail de recherche qui est basé essentiellement pour l'heure sur les langues africaines car je m'attache réellement à montrer leur génie et aussi je tente par ce travail d'éclairer le passé et l'antiquité africaine. Voilà. Mais moi ce que j'aimerais savoir c'est aujourd'hui d'où vous vient cette envie de vous pencher vers cette culture? Le sentiment que le cursus académique actuel manque de ressources. Arrivé au bout de ses limites? Oui, et que nous avons certainement, avec l'Antiquité africaine, notamment la civilisation égyptienne, l'occasion de renouer avec un ensemble de faits civilisationnels qui nous paraissent essentiels, précisément pour réconcilier, si je puis dire, les civilisations aujourd'hui qui peuvent s'affronter sur des sujets et d'autres. Voilà. Keïssa aujourd'hui a envie de se lancer dans cette démarche d'apprendre. En combien de temps elle peut s'y mettre? Dès maintenant, dès à présent, il s'agit simplement déjà de participer à la rencontre de ce soir qui va être très intéressante. C'est à partir de 19h? À partir de 19h, parce qu'il sera question de la déesse Isis, notamment en Afrique noire. Donc je vais actualiser le personnage d'Isis, que possiblement, c'est un nom peut-être que vous connaissez. Et ce sera pour nous l'occasion de découvrir qui elle est réellement et que signifie la Vierge dans les conceptions africaines. Entre autres, mais nous allons également parler des hiéroglyphes, bien entendu. Voilà. Avant cette conférence en Guadeloupe, vous avez eu à faire de ces conférences? Oui, depuis un certain temps, notamment en Martinique, parce qu'actuellement, j'entreprends une tournée dans les Caraïbes, précisément. Donc, en Martinique, j'ai donné déjà 2 conférences dans les jours précédents. Et puis, aujourd'hui, je suis en Guadeloupe, précisément pour... Et ce public qui est réactif Absolument, absolument. Généralement, mes conférences sont interactives puisque je fais participer le public. Et l'intérêt, c'est précisément qu'ils en sortent avec des idées relativement claires sur ce qui vient d'être dit. Donc en général, moi je parle pour être compris et je m'attache réellement à simplifier des choses qui parfois peuvent être complexes, mais c'est un peu l'objectif que je me suis fixé. Monsieur Dibon Barry, hormis la réunion de la conférence de ce soir, d'autres rendez-vous à mentionner, non? En Guadeloupe, non. Par contre, à Martinique, oui. Donc, il est important, nous sommes aussi regardés aux Antilles. Donc il est important, allez-y, dites-nous. Donc jeudi, effectivement, il y a une conférence marché Orga-Pays qui va être organisée avec l'association Lakou Sankofa. Et puis samedi également, une conférence sur le dieu Ptah et les objets forts en Afrique noire. Donc pour ceux qui sont intéressés par ces questions, je les invite à nous rejoindre. Voilà. Donc c'est 2 rendez-vous à ne pas rater ce soir? Absolument. À partir de 19h à la bibliothèque de Chazeau. Chazeau. Si vous êtes passionné par l'Afrique, les hiéroglyphes,
Voilà. Non seulement ça, mais la spiritualité africaine également, bien entendu. Il est 13h10, nous faisons un retour sur l'actualité. Comme je vous le disais en titre, c'est un vote historique et une immense victoire. Le Parlement européen a voté en faveur d'un amendement déposé par Younous Amarji, premier signataire, et 63 de ses collègues visant l'interdiction totale de la pêche électrique en Europe. La pêche électrique se voit destructrice et néfaste pour la ressource. À cet effet, nous sommes partis à Bemao à la rencontre de Charlie Vincent, qui est bien heureusement, ce n'est autre que le président du comité régional des pêches. Écoutons-le justement au micro de Michel Héraclide. Il s'est gouré, je ne faisais pas les titres. Écoutons-le justement au micro de Michel Héraclide. Je suis venue, j'ai profité pour m'inscrire au tournoi et puis bon, le tennis c'est ma passion. Donc je me suis dit bon pourquoi pas, je joue maintenant plus de 30 ans aux États-Unis. Donc voilà, là où j'ai gagné un titre national en double mixte, en plus de 30 ans au niveau national. Et voilà, et je suis prof de tennis, donc voilà, dans la continuité. Le tournoi se déroule jusqu'à maintenant très bien. Les sponsors ont répondu présent, les joueurs sont là, on a une bonne équipe d'arbitres avec le même juge arbitre que l'année dernière. Nous avons des Guadeloupéennes qui nous ont dignement représentés. D'ailleurs, la jeune Lorraine Pastor joue aujourd'hui contre Mrs. Appleton, qui était en finale en Martinique. Donc elle aura un peu plus de mal, mais hier elle s'est brillamment qualifiée. Nous avons également Tina Ronel, qui est également une représentante de la Guadeloupe, qui vit aux États-Unis et qui joue encore aujourd'hui. Et donc nous avons un super beau plateau qui continue. Le temps est jusqu'à maintenant avec nous. Tout se passe très 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 bien à Petit-Bourg. Et puis nous attendons encore du public et il y a encore beaucoup de lots offerts par nos partenaires à gagner. Ce tournoi-là de Petit-Bourg en Guadeloupe, c'est un 15 000 $. C'est la 9e édition cette année. L'an dernier, j'étais déjà le superviseur sur ce tournoi. Et il faut dire que le tournoi, quand même, cette année aussi est très élevé, puisque nous arrivons au 3e tour, c'est-à-dire au moment des 8e de finale, et toutes les têtes de série sont présentes. Et aussi, on peut avoir, avec un peu de chance, en haut du tableau, une demi-finale entre Françaises et en bas du tableau, une demi-finale avec des joueuses qui ont fait la finale en Martinique, c'est-à-dire Millie Appleton et Léonie Kung. Donc, on espère avoir une Française au moins en finale. Et aussi, il faut souligner la bonne performance des Guadeloupéennes, puisque Lorraine Pastor hier a gagné contre Maria Gomez. Maria Gomez, qui est une joueuse Équateur et qui était la nièce, et c'est la nièce de Andrés Gomez qui avait gagné les internationaux de Roland Garros. Et ensuite, donc, Tina Ronel, mais qui va jouer contre la tête de série numéro 2 qui vient de gagner le tournoi en Martinique. Donc, ça va être un match difficile. Et voilà, il est 13h13, nous sommes en compagnie de Monsieur Bélizer. Bonjour Wilfried. Bonjour. Comment bonjour allez-vous? Canaldis. Très bien. C'était une bonne année à nos téléspectateurs? Bonne année à tout le monde, et encore, j'espère la santé surtout, car comme on dit, c'est la seule chose qui ne s'achète pas, donc c'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde aujourd'hui dans ce monde. D'accord, alors très brièvement, avant de commencer avec vous, Monsieur Bélizer, une petite biographie, un petit point sur votre vie. Vous êtes né le 20 janvier 1990 aux Abîmes. Vous êtes issu d'une famille peu nombreuse, étant donné que vous êtes enfant unique. Vous avez grandi avec vos 2 parents mariés. Le sport a toujours fait partie de votre vie. Notons-le, car votre première activité sportive est la natation. Vous l'avez intégrée d'ailleurs à l'âge de 2 ans. Par la suite, vous avez continué avec une carrière de triathlète. Vous avez été maintes fois champion de la Guadeloupe de triathlon. Par ailleurs, vous avez été récompensé comme étant le meilleur sportif de la ville des Abîmes, mais également de la ville de Pointe-à-Pitre. Vous êtes actuellement participant depuis 4 années au TGVT avec l'équipage Grand Moulin. Votre numéro de dossard est le 270. Vous allez donc entamer votre 5e année. À ce jour, votre vie professionnelle s'articule autour de votre travail de pompier volontaire à la caserne des Abîmes, où vous avez d'ailleurs été promu au rang de caporal. Mais vous ne faites pas que cela, puisque vous êtes aussi brancardier au CHU. Alors ma première question aujourd'hui sera de vous. D'où vous est venue en fait cette envie de participer à la Carujet? En fait, tout a commencé un jour avec des amis après une sortie bateau. Et en rentrant chez moi le soir, j'ai dit à un frère de cœur, je ferai la Carujet. Il m'a dit, Wilfried, je te connais, si tu dis ça aujourd'hui, tu le feras. Et l'année d'après,
Je me suis rapproché de Marc, je savais qu'il était déjà quand même, qu'il avait un palmarès à ce niveau. Et par la suite, j'ai commencé en 2014 ma première compétition. Donc c'est parti d'un coup de tête, mais c'est un projet que j'ai mené à bien et qu'aujourd'hui je me bats encore pour faire en sorte de gravir les plus grandes marches du podium de cette compétition. Rappelons quand même qui sont les fondateurs de la Carouchette. Éric Paulin et défunt Jacques Boucher. Alors, avant d'entamer le vif du sujet, une petite question intime. Comment arrivez-vous à allier toutes vos fonctions ? C'est simple, ça s'articule autour de l'organisation. Après, j'ai la chance au niveau des pompiers d'avoir, quand je travaille, on me laisse quand même m'entraîner parce que les pompiers, ils ont une partie sportive. Et au niveau de mon travail au CHU, avec mes cadres et supérieurs, j'arrive quand même à trouver, s'il le faut, des ententes et mes collègues aussi qui me soulagent les jours où j'ai besoin pour pouvoir partir en compétition. Alors, est-ce dur d'intégrer la Carouchette ? De l'intégrer, je dirais non, mais d'être parmi les meilleurs, oui. Et quelles sont les différentes catégories, justement Nous avons 3 catégories. Il y a la catégorie amateur, où j'ai débuté en 2014. Il y a la catégorie atmosphérique et la catégorie F1 Pro, où j'évolue en ce moment. Mais j'imagine que cela génère un stress et une fatigue énorme. Oui, un stress, c'est surtout quand on approche de la semaine, mais une préparation, là je suis en plein dedans, c'est de janvier jusqu'à mai, jusqu'au début de la course. Là, c'est vraiment, ça s'articule entre la recherche de sponsors, la préparation physique et aussi ne pas négliger son bien-être. Justement, au niveau des sponsors, recherchez-vous des sponsors ? Est-ce que vous vous en sortez ? On s'en sort oui et non, car c'est toujours difficile maintenant, vu la conjoncture économique, de trouver des sponsors. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je profite pendant que je suis à l'antenne pour faire un appel aux sponsors qui veulent bien soutenir, en tout cas tous les Guadeloupéens, tous les sportifs guadeloupéens de haut niveau dans leurs projets afin qu'ils puissent évoluer et représenter dignement la Guadeloupe. Parce que j'imagine que cela fait quand même un budget. C'est un budget très considérable, mais c'est clair qu'aujourd'hui, c'est un sport nautique. Et en plus de ça, tous les sports moteurs, on sait très bien que ça demande quand même beaucoup d'entretien, il faut être très pointilleux en tout ce qui concerne la préparation de ta machine. Il faut préparer l'homme, mais il faut aussi préparer la machine. Donc alors, pour quelqu'un qui vient d'arriver et qui se lance en amateur, supposons, un budget, une tranche tarifière ? En amateur, si on part sur, honnêtement, je dirais, il faut quand même 25 000 € avec l'achat d'un jet neuf. D'accord. Et comment qualifierez-vous cette compétition exactement ? Au jour d'aujourd'hui, ils disent qu'en Guadeloupe, c'est la deuxième plus grosse compétition après le Tour cyclisme. Donc c'est une compétition qui arrive à rassembler quand même pas mal de Guadeloupéens durant 4 jours qui viennent supporter alors qu'ils ne voient pas grand-chose parce que nous partons au large pour pouvoir faire les manches. Mais quand nous avons des courses en circuit, ça crée quand même une petite magie de voir en fait des petits hommes sur une grosse machine. D'accord. Mais à ton niveau, comment te sens-tu avant chaque compétition ? Il y a toujours une part de stress, l'envie de bien faire. Donc c'est clair qu'on ne peut pas, c'est quelque chose que on ne peut pas négliger. Mais tant que tout s'articule bien, qu'on arrive plus ou moins à rentrer dans ses fonds, dans ce qu'on s'était fixé comme budget, et que la préparation physique et la machine tiennent jusqu'à la dernière journée de la Carouchette, là je pense qu'il n'y a que là qu'on n'a plus le stress et qu'on s'en sent enfin mieux. D'accord, alors moi maintenant j'ai une question. Wilfried 270. 270, nous le rappelons, c'est votre numéro de dossard. Pourquoi 270 ? 270, c'est parti de ma date de naissance et aussi de la date de naissance d'une amie à moi. Et ensuite, par la suite, j'ai été contraint de changer parce qu'à la base c'était 27, mais j'ai toujours concilié en fait le sport et ma mère qui m'a toujours soutenu depuis mon plus jeune âge. Et je lui ai demandé qu'est-ce que je devais choisir. J'avais le choix entre 127 et 270 et elle m'a dit 270 et depuis je l'ai gardé. Et ça a été la première fois que je suis monté sur le podium en 2015 avec le numéro 270.
À vous entendre le dire, votre mère semble être une bonne supportrice dans vos activités. Je dirais que c'est mon premier fan, c'est vraiment mon premier fan et de toute façon je lui dois tout. Hein. Si aujourd'hui je suis ici enfin pour pouvoir vous parler, c'est surtout grâce à ma mère parce que voilà. Vous entreprenez une démarche nouvelle, puisque la Kawijet va se dérouler du 10 au 13 mai prochain. Vous avez dit cette année 2018 sera l'année de la concrétisation professionnelle. C'est quoi exactement ? Cette année 2018, cette année, je crois qu'il y a un concours de pompiers pro aussi. Donc, professionnellement parlant, je pense qu'il y a peut-être une carte à jouer pour moi. Et ça sera ma deuxième année aussi en pro. Et vraiment, j'ai fait 10e l'an dernier pour ma première participation. Cette année, j'aimerais forcément faire mieux car je pense que tout sportif cherche une place sous le podium. Du triathlon à la Kawijet, il n'y a pas un grand fossé ? Il y a vraiment un grand fossé. Pour moi, le triathlon, c'est un sport, je disais que c'est un sport de fou, car c'est vraiment 3 disciplines qui sont vraiment difficiles. La natation, en soi, c'est déjà compliqué. On sait tous le vélo, la course à pied. Mais aujourd'hui, je pense que le triathlon me sert à être un bon pilote de jet ski, car ça me permet de faire ma préparation et aussi d'avoir une condition physique suffisante sur le jet. Avec plus de 40 000 € de budget pour une Kawijet, dans 3 mois, vous avez lancé un appel aux sponsors. Qu'est-ce que vous proposez aux sponsors ? Je propose aux sponsors un retour surtout visuel au niveau des réseaux sociaux. Bien sûr, j'ai une page fan, j'ai une page perso. Donc, après, vous pouvez d'ailleurs citer. Oui, que je me permets de citer, Wilfried Bélizer 270, c'est ma page d'athlète sur Facebook. Donc un retour très sous les réseaux, car c'est où j'ai le plus de fans et on sait très bien qu'aujourd'hui l'image de soi et vraiment le partage, c'est vraiment au niveau des réseaux sociaux, car à travers un petit support, on peut toucher pas mal de personnes. Donc, bien sûr, je propose aux sponsors de se rapprocher de moi et puis de visiter mes pages et ils pourront eux-mêmes voir le travail que j'effectue à ce niveau. Wilfried Bélizer, outre la Kawijet en Guadeloupe, vous participez aussi à des compétitions en Martinique et oui, j'ai participé à la Martinique Jet Race en 2017 après la Kawijet. Nous étions bien placés avec mon deuxième pilote car c'est une course d'endurance par équipe. Mais suite à une casse moteur, on n'a pas pu finir la course. Donc je crois qu'on est relégué à la 12e place. C'était le championnat du monde d'endurance et nous devions partir normalement au Maroc. Mais faute de budget et manque de temps, nous ne sommes pas partis au Maroc car le jet aurait été prêt peut-être une semaine après. Et sachant qu'il fallait l'envoyer pendant 1 mois avant. Vu qu'elle devait passer par le Havre avant d'arriver à Agadir. Donc ça a été compliqué, mais ce n'est que partie remise. Donc vous proposez aux sponsors, aux futurs sponsors, un rapport gagnant-gagnant Mais bien sûr, pour moi, je ne peux pas demander sans pouvoir redonner en retour ce qu'on me donne. Donc ça sera pour moi un plaisir de partager et de faire la publicité comme il le faut. Donc Wilfried Bélizer, vous faites aujourd'hui un appel à sponsors, un contact presse à donner pour ceux qui souhaiteraient vous joindre ? Avant tout, mon numéro de téléphone 06 90 le 16 36 26 et aussi mon adresse, ma boîte mail wilfried.bélizer@gmail.com. Avec une victoire à la clé pour la Kawijet. On va se battre pour, en tout cas. Nous savons qu'aujourd'hui, les Guadeloupéens sont les meilleurs pilotes du monde, font partie des meilleurs pilotes du monde. Donc, autant que faire se peut, on va se battre pour pouvoir être dimanche 13 mai parmi les 3 meilleurs. Cette date-là est déjà rentrée dans... Ouais, ça s'articule autour de la préparation, donc c'est la date butoir au jour d'aujourd'hui. Donc, oui, elle est déjà bien ancrée dans la matrice et pour moi, rien ne pourra la retirer. Juste avant de se quitter, qu'est-ce qui est le plus difficile quand on est sur le jet ? Parce que bon, en préparant cette émission, j'ai vu qu'il y a un équipement spécial. Qu'est-ce qui est plus difficile ? Les organismes sont sollicités énormément. Le bras ? Je dirais c'est la condition physique de l'homme. C'est avant tout, c'est vraiment ça. Il faut avoir une bonne condition physique et après le reste, je pense qu'on peut gérer. Dernière question avant de finir. Aujourd'hui, on a un peu l'impression que la Kawijet boit de l'eau. Je dirais que
la Kaouidjet, je dirais pas boit de l'eau, mais ça devient de plus en plus compliqué parce que bien sûr, s'il n'y a pas de pilote, il n'y a pas de spectacle, mais tout, encore une fois, s'articule autour du budget. Donc c'est clair que le manque de financement fait qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de pilotes ou de plus en plus de pilotes qui changent de catégorie, qui vont dans des catégories moins coûteuses. Donc après, je dirais que c'est à voir sur le long terme, mais en tout cas, ils essayent de faire en sorte que ça tienne. Avant de finir, mon dernier mot, ma dernière question d'ailleurs serait pour un jeune qui souhaite se lancer aujourd'hui, un mot de Wilfried Belizer. Tant qu'on sait ce qu'on veut, il faut se donner les moyens. Ce qu'on a dans la tête, il faut l'avoir sous les yeux. Donc je dirais, il faut se donner les moyens et faire en sorte de réaliser ses rêves. Merci à vous, Monsieur Belizer. Nous rappellerons le contact presse en fin d'émission. Pour l'heure, il est 13h26. On continue avec l'actualité. Connaissez-vous l'association KMT ? Eh bien, pour certains, peut-être que ça vous parle. Pour d'autres, pas du tout. Eh bien, sachez que ce n'est autre que l'association collective Maskil-Tirel. C'est un espace d'échange et de réflexion de Massapo, de Guadeloupe. Il a été créé en 2004 et en ce début d'année 2018, ils conforteront leurs observations et leurs analyses sur l'ensemble de leurs activités. Ils relèvent dans les groupes au niveau de nos compatriotes et plus globalement les concernés par la culture des Massapo, des interrogations, des demandes, d'explications qui les invitent à poursuivre leur logique de communication sur notre identité. Ce qu'ils souhaitent partager, ce qu'ils font, ce qu'ils proposent dans cette perspective, ils ont donc organisé un espace de rencontre avec la presse et plus globalement les communicants qui s'est déroulé à la MJC des Abîmes. Le reportage avec Stanley Manicor. Merci. Merci. D'accord. Petit problème technique visiblement, alors on va passer une brève, Jean. Fréquentation hôtelière, INCE. En Guadeloupe, la fréquentation de l'ensemble des hôtels classés ou non augmente de 25% au deuxième trimestre 2017 par rapport à la même période en 2016. Ce fort rebond fait bien plus que compenser le net repli enregistré en un an plus tôt, soit moins 12%, une progression qui résulte d'un mouvement de rattrapage après une baisse conséquente enregistrée. Et voilà, il est 13h27. Notre prochaine chroniqueuse n'est pas encore présente, donc on va prendre une page de pub. Nous le rappelons, vous nous regardez en direct de C10 FM, vous nous regardez en direct du ZCL et nous écoutez en direct de C10 FM 103. À tout à l'heure. De retour sur le plateau du ZCL à 13h30. Nous avons Minayan Kamala qui va nous parler de sa chronique, qui sera un thème, le trouble polaire entre dépression et euphorie. Mais juste avant, Mina, on va passer ton générique avant de rentrer dans le vif du sujet. Le trouble bipolaire, Nina, c'est un grand mot. Oui, effectivement. Donc, l'objet de cette chronique, ce sera de démystifier ce terme. Et les deux symptômes flagrants donc, sont la dépression et l'euphorie. Donc, tout d'abord, avec la dépression, elle se manifeste par une grande tristesse, une perte de motivation, un sentiment de désespoir et la difficulté à prendre des décisions. Et aujourd'hui, tout le monde peut tomber dans la dépression ? Pas tout à fait. Donc il y a d'autres problèmes dans cette maladie bipolaire qui sont le fait d'avoir moins de plaisir, de manger moins, de dormir peu sans forcément être fatigué après, l'impression de ne pas avoir de valeur en tant qu'individu et de vouloir mourir. Donc il y a ce désir de suicide qui est assez fort. Et donc c'est une maladie qu'on appelle aussi la psychose maniaco-dépressive. Et donc ces personnes traversent des périodes de dépression, mais aussi des périodes d'euphorie.
c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir l'impression que leurs pensées vont à très grande vitesse, se sentir hyperactives, voire hyperactives. Mais en général, quand on arrive dans ce stade, c'est suite à un événement qui a marqué, on ne rentre pas en dépression comme ça. Donc il y a cette notion de traumatisme de l'enfance. Donc les individus bipolaires ont souvent vécu un abandon dans leur enfance, donc ça peut être la perte d'un proche, un abus sexuel, un harcèlement, ou ça peut être aussi le fait d'être témoin d'un événement traumatisant. Et là, dès qu'on a bien sûr ce traumatisme, on peut tomber dans ce cas de figure de la dépression que vous avez dit, dans la bipolarité. Tout à fait, oui. Puisque la maladie apparaît comme un mécanisme de défense que la personne met en place pour continuer à exister malgré le fait d'avoir vécu des choses effroyables. Minayan Kamala, est-ce que les études montrent aujourd'hui, si sa mère a été bipolaire, son père, un membre de la famille a été bipolaire, que ça se transmet ? Dans la maladie bipolaire, donc on peut trouver plusieurs membres de la même famille qui ont la pathologie. Le fait d'avoir son père et aussi ou sa mère qui est bipolaire, donc cela augmente le risque d'être dépressif. Et il y a d'autres études qui montrent que 3 personnes bipolaires sur 5 consomment de la drogue. Absolument, c'est vrai. En fait, dès qu'on est bipolaire, on va consommer de la drogue. Pas forcément, mais donc il y a cette souffrance morale qui est présente. Donc la personne qui présente les troubles bipolaires va rechercher tous les moyens pour apaiser cette souffrance. Donc ça va être par des produits illicites comme la drogue ou pour la moitié d'entre elles le fait d'être dépendant à l'alcool. D'être dépendant à l'alcool. Voilà. On peut prendre l'exemple d'une célébrité, l'acteur Robin Williams qui était atteint de troubles bipolaires. Et donc le fait de consommer de la drogue et de l'alcool l'ont poussé à se suicider en 2014. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'abîmer son cerveau quand on souffre, quand on est bipolaire ? Alors, c'est important de préciser qu'en France, il y a 1,3 million de Français qui sont atteints de troubles bipolaires, selon les chiffres de 2016. Et donc, au tout début, j'ai parlé des 2 phases de dépression et d'euphorie. Donc, les personnes malades bipolaires se sentent vidées quand elles sont en dépression. Et quand il y a l'euphorie, donc c'est des phases où ils se sentent bien, où il y a plein d'énergie. Mais ces 2 phases-là vont abîmer les neurones du cerveau et porter atteinte, par exemple, à la mémoire. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors à ce moment pour éviter la solution va être essentiellement basée sur l'hygiène de vie. Donc c'est ce qui va faire toute la différence. Donc c'est une maladie dont on ne guérit pas, mais avec ces techniques basées sur l'alimentation, l'hygiène de vie, le développement personnel. Donc c'est possible de continuer à vivre dans de bonnes conditions. Donc ça va être tout d'abord de dormir avant minuit, puisque c'est le sommeil réparateur, et manger à chacun des repas pour éviter les crises. Il est aussi important de se dépenser physiquement avec, par exemple, du sport, de la marche, un bain de mer pour relancer le fonctionnement du corps. Et cela va faciliter également un sommeil réparateur et augmenter l'appétit. Il faudra se rapprocher avec ça, il faudra quand même un professionnel de santé qui va mettre en place un traitement.
Oui, il y a toute une équipe qui permet d'offrir à la personne malade bipolaire d'un bon accompagnement. Donc il y aura par exemple le psychiatre qui va mettre en place un traitement pour réguler l'humeur. Et il y a un travail important aussi qui est effectué par le psychologue et qui va se passer sur la pensée positive et la résilience. Donc, pensée positive, donc c'est possible en transformant ce qui est négatif en positif. C'est ce qu'on appelle la sérendipité. Donc, je vais expliquer le terme aux téléspectateurs, aux auditeurs de la C10FM des RHT Guadeloupe. Oui, donc précisément la sérendipité, c'est le principe du heureux hasard, c'est-à-dire qu'on va saisir en fait chaque situation qui se présente comme un cadeau de la vie. Donc ça peut être des événements négatifs, donc ça peut être intéressant qu'on fasse l'exercice. Donc Jean, oui. Est-ce que tu aurais un exemple de situation négative ? Un exemple, ma femme me quitte en sortant de l'émission, je trouve la maison vide, je dois réagir comment ? Donc transformer cette situation négative dans le positif, donc ce serait de se dire mais si elle est partie sans donner d'explication, donc c'est qu'elle méritait peut-être pas d'être avec toi. Et on aura la force au moment où je quitte le plateau du ZCL, je fais 33 km pour arriver jusqu'à Capesterre, j'arrive chez moi et je vois les meubles ont disparu, ma femme et mes enfants ne sont plus là. Je dois avoir cette capacité à pouvoir transformer ce fait qui pourrait pour moi être négatif en positivité. Effectivement, il y a le choc de cette situation immédiate, mais il faut trouver les moyens pour rebondir et de se dire que le fait d'être libre, c'est l'opportunité de trouver quelqu'un de mieux. D'accord, Mina. Oui. Juste toujours dans cet exercice, on s'imagine, vous suivez l'actualité tout comme nous, hein, le problème de l'eau qui persiste. Hein, on imagine des gens qui se réveillent le matin et qui n'ont pas d'eau, il faut envoyer ses enfants à l'école, il faut faire le ménage. Comment peut-on transformer ces choses-là très tôt le matin, de la négativité à la positivité ? Comment on est le professionnel de santé que vous êtes ? Donc ça m'amène à parler du deuxième point qui est la résilience. Donc la résilience, c'est la capacité à vivre, à réussir, à se développer en dépit de l'adversité. Donc ce problème de l'eau qui devient récurrent en Guadeloupe nous pénalise dans notre fonctionnement quotidien. Donc, les Guadeloupéens, qu'est-ce qu'ils se retrouvent à faire ? À remplir des bouteilles d'eau, à avoir une citerne, à faire avec pour aller de l'avant. Donc, il y a un auteur qui s'appelle Boris Cyrulnik qui a cherché à comprendre comment des rescapés de traumatisme ont pu continuer à vivre et à être heureux. Donc si c'est possible pour ces personnes qui ont vécu des traumatismes, comme le fait d'être abandonnés par leurs parents, on doit trouver en chacun de nous les moyens de faire face à cette pénurie d'eau. Mais comme c'est un sujet qui est quand même politique, donc d'autres solutions doivent être trouvées au plus haut niveau. Mina Yankamala, un enfant qui se fait abandonner par ses parents, l'enfant grandit avec une mère ou un père adoptif, l'enfant grandissant, il doit aussi être capable de pouvoir, à vous suivre, de pouvoir vivre avec cet élément traumatisant de sa vie.
de toute manière, il n'a d'autre choix. Hein. Donc c'est quand même un phénomène de société qui est assez courant en Guadeloupe. On le trouve aussi à Tahiti ou même en France hein, depuis le Moyen-Âge. Donc il est assez pratique de donner son enfant quand une famille n'est pas en capacité de l'élever. Donc en fait, cette dimension de traumatisme, elle va être augmentée s'il n'y a pas de communication véritable. Et la communication doit être faite à un moment. Il faut être que l'enfant doit savoir son histoire. Oui, c'est important qu'il y ait le lien entre le parent de sang, le parent adoptif et l'enfant pour qu'il n'interprète pas ce don comme un abandon. Merci Amina Yankamala. On rappelle, Keïssa, le trouble bipolaire entre dépression et euphorie, il faut pas être trop bas, il faut pas être trop haut, il faut juste avoir cette moyenne pour bien sûr garder le cap. Donc on se retrouve prochaine fois pour une prochaine chronique. La suite, Keïssa? Oui. Rappel des titres? Non, pas un rappel des titres, mais tout à l'heure nous avons malheureusement eu un problème technique avec l'un des sujets. Donc normalement ça devrait aller, on repasse le sujet. C'est un vote historique et une immense victoire. Le Parlement européen a voté en faveur d'un amendement déposé par Younous Omarjee, premier signataire, et 63 de ses collègues visant l'interdiction totale de la pêche électrique en Europe. La pêche électrique se voit destructrice et néfaste pour la ressource. À cet effet, nous sommes donc partis à Bemao à la rencontre de Charlie Vincent, qui est, ce n'est autre que le président du comité régional de pêche. Écoutons-le justement au micro de Michel Héraclide. Alors ce n'est pas quelque chose qui nous concerne directement, ça concerne surtout la pêche nationale, surtout la région des Hauts-de-France, notamment la pêche dans la mer du Nord. Donc en fait effectivement c'est une pêche très destructrice et très néfaste en fait pour la ressource. Donc du coup elle a un taux de rentabilité qui est quasiment maximal, donc du coup laisse très peu de poissons survivre. Donc du coup il est important que l'Europe puisse interdire ce genre de pratique, d'autant plus que c'était pratiqué par les Hollandais et qui venaient pêcher dans les eaux françaises, donc avec une perte de ressources pour les navires français. Donc ça a de gros impacts en fait de ce côté-là de la France. Alors non, on n'a pas de risque de pêche électrique, mais il faut quand même rester vigilant pour ce genre de pratique. Et il est important aussi de protéger la ressource, malgré le fait que nous puissions pêcher. Donc nous avons des pêches beaucoup plus protectrices de l'environnement, d'autant que nous sommes sur une pêche artisanale. On parlait pour la pêche guadeloupéenne, c'est une saison de traîne qui est un petit peu difficile pour l'instant, notamment sur la dorade et les autres espèces pélagiques, thon, marlin ou autres. C'est vrai qu'on aurait aimé qu'elle soit déjà plus fructueuse. Bon, on a quand même le lambi qui continue toujours jusqu'au 31 janvier. On a l'oursin qui s'est terminé au 31 décembre. Donc on espère quand même qu'on aura une bonne année pour les pélagiques d'ici à février, mars, pour qu'on puisse quand même avoir des entreprises qui puissent générer de l'argent. Alors quand même, il faut rappeler qu'on a une production de poissons frais, d'excellente qualité. Donc sur l'ensemble des ports de la Guadeloupe, de débarquement, il y a toujours un petit marché sur le port. Donc que la population n'hésite pas à venir chercher ses produits sur les marchés guadeloupéens. Et voilà, il est 13h48. Nous sommes en présence de Martine Fazer. Bonjour Martine. Bonjour. Bonne année. Merci à toi aussi. Pour sa première chronique de l'année. Pardon Martine. Yes. On le rappelle, Martine fait une chronique sur la culture et aujourd'hui elle va nous parler de la nouvelle année, un peu de carnaval et elle finira avec l'agenda, bien sûr. Mais avant, générique. Yes. Des cheveux. Hello, bien bonjour tout le monde. Salut aux auditeurs de ZCL, bien sûr, aux auditeurs de Canal 10, de l'antenne radio maintenant C10, de RHT, on n'arrête plus, on va en avoir, et bientôt peut-être Radio Gaillac, qui sait. En tout cas, bien bonjour tout le monde. Très très bonne année à vous, j'espère qu'elle a été excellente. Vous n'avez pas fait de bêtises. J'ai rencontré une amie, elle a fait une grosse bêtise. Elle est enceinte jusque-là, ça s'est fait entre le 25 et le 31 janvier. C'est pas une bêtise, c'est une naissance. Ah d'accord.
Je croyais que c'était une bêtise. C'est pas une bêtise, c'est une naissance. Non. Et c'est bientôt une naissance, donc je lui souhaite un très 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 beau bébé. Bref, tout ça pour vous dire qu'on a jusqu'au 31 janvier, saviez-vous, pour souhaiter la bonne année. Et savez-vous pourquoi on souhaite la bonne année? Eh bien, je vais vous le dire, parce que c'est vous, parce que vous êtes là, vous allez tout savoir tout à l'heure. On va parler de carnaval. Ça n'a pas été difficile, parce qu'il y a vraiment beaucoup de sujets de carnaval en ce moment. Donc on va parler de ces deux sujets, et puis si j'ai un peu de temps, agenda. C'est parti, on y va tout de suite. Je félicite quand même les filles, là, elles sont super belles. On a une chance sur cette télé, vous avez une chance, téléspectateurs. Il y en a un qui me dit toujours, tous les mercredis ou à case en moins. Alors, on va dire, on va comprendre. Le mercredi, je suis sur Canal 10. Ah, je dis, ah oui, d'accord, ça y est. Le temps de comprendre. Voilà. Donc, vous avez de très très belles femmes chez vous, et puis un jeune homme qui est pas mal non plus. Sais-tu pourquoi nous fêtons les vœux? Pourquoi on les présente au début de chaque année? Non. Honnêtement, non. Je suis dans la tradition de souhaiter les vœux, Martine, mais je ne sais pas. Tu ne sais pas pourquoi. L'origine. Et toi, pourquoi souhaite-t-on des vœux? Pourquoi présente-t-on ces vœux? Eh bien, Martine, tout bêtement, comme des moutons, hein, tout le monde se souhaite effectivement les vœux en ce début de mois de janvier, mais personne ne sait vraiment, je crois. Heureusement, je suis là. La CSM est là pour permettre qu'aujourd'hui, vous soyez un tout petit peu plus intelligent. On présente les vœux, c'est pas simplement une formule de politesse, genre gentiment pour les amis, les alliés, la famille, etc. On vous dit bonne année, bonne santé. Et le mot bonne santé, durant tout le mois de janvier, mais ça commence juste depuis le 26 décembre, et bien pendant toute cette période-là, vous entendez bonne santé, parce que finalement, si vous avez la santé, tout va bien. Mais pourquoi le dit-on ces formules? Eh bien, j'ai cherché, j'ai fouillé, et merci à Historia pour m'avoir permis de trouver toutes ces informations. Alors, c'est pas juste une période d'usage, mais elle a quand même aujourd'hui une histoire, et même si nous avons un petit peu galvaudé, parce que maintenant avec la nouvelle technologie, les textos, Internet, ça va vite, on envoie un petit message dénué de sens, et puis on se dit on l'a fait. Non, les vœux c'était vraiment une démarche de souhaiter le meilleur à quelqu'un, c'était des étrennes et ça vient de très très loin, même si vos politiques aujourd'hui vous souhaitent la bonne année parce qu'ils restent eux aussi bien évidemment dans une tendance, et bien cette tendance-là, ils l'ont aussi apprise par le quotidien, ils l'ont apprise parce qu'on leur a dit petit, mais c'est important. Le premier jour de l'année, le saviez-vous, est quelque chose de sacré. Il marque notre destin pour tout le reste de l'année. Et on vous disait aussi, à la période où on a commencé à souhaiter les vœux, que le premier mot, la première personne que vous voyiez allait marquer votre destin sur toute une année. Donc il était important, par exemple, pour un homme, que la première personne qu'il croise soit une femme, et qu'elle soit belle au demeurant, parce que c'était d'un bon présage. Et pour une femme, c'était l'inverse. Donc si vous croisiez un bossu, par exemple, c'était effectivement un mauvais présage pour tout le restant de l'année. Mais il n'y a pas que cela. Toutes les superstitions, effectivement, avaient à voir avec ces fameux bonne année. Et chaque pays, chaque peuple avait sa manière de traduire cette nouvelle année. Et bien évidemment, la religion y avait quelque chose à voir aussi. C'est un passage qui se faisait au travers de chants, au travers de danses, au travers d'un certain nombre de choses. Et puis le nouvel an aussi, il a été appelé premier jour de l'année, et ce calendrier n'est pas le même pour tout le monde, parce que ça se fête aujourd'hui bien sûr dans le monde entier, avec des correspondances différentes, mais notre calendrier grégorien, celui que nous avons aujourd'hui, qui est constitué de 365 jours, n'a pas toujours été celui-ci. Alors son histoire est un peu complexe. Aujourd'hui, un calendrier qui compte 28 ou 29 jours si l'année est ou non bissextile pour le mois de février, il a fallu que ce calendrier de 12 mois soit réhabilité plusieurs fois, et entre autres par le pape grégorien, pour permettre qu'il ait le nombre de jours qu'il a aujourd'hui. Figurez-vous qu'il y a quelques centaines d'années, le calendrier était tellement mal ficelé qu'à la fin de l'année, on se trouvait avec des jours en trop. Donc il a fallu tout recalculer, et c'est pour ça que Grégorien a décidé que le calendrier qui serait distribué en 12 mois aurait un jour qui est le mois de février, enfin un mois, le mois de février, qui compterait une année 28, une année 29, pour se rééquilibrer tous les 4 ans. Et on appelle ces années, voilà, comment? On appelle ces années bissextiles. Bissextiles, les années bissextiles. Et ce calendrier porte le nom donc du pape Grégoire XIII, et il impose cela en 1582 et décrète d'ailleurs, ce même année, c'était très drôle, que le vendredi 15 octobre serait le lendemain du jeudi 4 octobre pour rattraper le retard de 10 jours qui avait été accumulé quelques années auparavant. Nous n'en sommes plus là. Aujourd'hui, le jour de l'an n'a pas toujours été fêté le 1er janvier, qu'on se le dise. Les historiens qui situent ces premières célébrations à Babylone, c'était pas hier, n'est-ce pas, 2000 ans avant notre ère, à la fin du mois de mars, c'était à ce moment-là qu'on fêtait le début de l'année.
Vous voyez que les choses ont bien évolué depuis. Je ne vous raconterai pas tout, mais il faut savoir qu'en Égypte également, en Égypte antique, c'était la crue du Nil qui marquait le début de l'année. Aujourd'hui, la montée des eaux est plutôt autre chose, effectivement. Et en France, la date officielle du commencement de l'année varie au cours des siècles. Sous les Mérovingiens, le premier de l'an est célébré le 1er mars. Sous les Carolingiens, il est célébré à Noël. Et tous les Capétiens, et pas les Capestériens, hein. Les Capétiens, ils l'ont fêté le 25 mars. Eh bien, tout ça pour vous dire que cela a bien évolué. Mais aujourd'hui, pourquoi on fête cela? Parce que la nouvelle année, depuis toutes ces époques où il a fallu poser le calendrier, donc depuis Grégoire, le pape Grégoire, eh bien, on souhaitait les meilleurs présages. Il était de tradition, lors de la première journée de l'année, d'avoir des présages qui soient bons, de sorte que toute l'année soit pleine de réussite. Et donc, comme je vous l'ai dit d'entrée, on avait pris l'habitude d'offrir des étrennes, des cadeaux. Et savez-vous que c'est à cette même période des Romains, lorsque le Nouvel An était fêté, on offrait des dattes également, les dattes qui étaient extrêmement bonnes et riches et juteuses. Et pour enrichir celui qui recevait les dattes, on lui mettait une pièce à l'intérieur, d'où vient d'ailleurs la tradition des galettes des rois. Ça a commencé également à la même période. Donc le premier jour de l'année, mais on commence à le fêter dès le 26 décembre jusqu'à la fin du mois de janvier, le 30 janvier. Il est de tradition de souhaiter une bonne année, des bons présages pour permettre que, historiquement, que les récoltes soient bonnes, que la portée des animaux soit fertile, que la femme accouche d'un enfant sain et que la première personne que l'on voit nous porte chance pour tout le restant de l'année. Donc Martine, avec toi, on sait désormais, hein, Gaïssa, pourquoi on doit souhaiter la bonne année on a quelques jours encore. Jusqu'au 30. Il est de tradition. Juste une petite règle de savoir-vivre. Les bons vœux nous dit Nadine de Rothschild. Sachez dire bonne année en 2 mots et non pas bonne année en un seul mot. Et claquer la bise à tous vos amis sur les 2 joues pour souhaiter la bonne année, c'est pas toujours de mise. Il faut y mettre du cœur et montrer que c'est sincère. Mieux vaut ne pas souhaiter la bonne année que la souhaiter simplement parce que cela se dit. Il y avait une tradition qui s'est mise en place, par exemple dans les pays anglo-saxons, on offrait des cartes de vœux. Aujourd'hui, ça a disparu. Ça a disparu, mais il ne sert à rien d'offrir des cartes de vœux quand on fait la tête. Il vaut mieux offrir tout simplement une belle parole, une belle pensée qui soit positive. Avec le sourire au lèvres. Et avec le sourire tel que je vous l'offre. Et donc, petite surprise, si vous me reconnaissez dans la rue jusqu'au 30 janvier, vous avez 2 places de ciné gratuites. Martine, je t'ai reconnue. Non, j'ai dit dans la rue et en sortant d'ici. Alors, Martine. Et jusqu'au 31. Carnaval, découvrez le guide officiel du carnaval. Là aussi, donc le carnaval, vous savez, il a démarré. Moi, j'étais ailleurs, sous d'autres auspices au moment où il a démarré. Mais aujourd'hui, il bat son plein. Il y a 2 magazines aujourd'hui en Guadeloupe. Puis il y a le Carumac, qui est le guide officiel du carnaval. Et il y a également un autre magazine qui s'appelle le Guide du carnaval, qui est sorti avant celui qui s'appelle le officiel, cherchez l'erreur, qui lui aussi parle de carnaval. Et donc tous 2 vous permettent d'avoir toute la programmation du carnaval. Les grandes parades, les nouveaux groupes, les ateliers, etc. Tout ce que vous voulez savoir au carnaval. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Au Moule, le 15 janvier, bien évidemment, déboulé de carnaval. Il y a le carnaval des enfants, il y a des ateliers, mais ça ne sera pas que au Moule le 15 janvier. Le dimanche 21 janvier, également, vous avez la parade de carnaval Limace à Sainte-Rose. Vous avez le 26 janvier. Je ne vous dévoilerai pas tout le catalogue, il y en a pour tous les goûts, partout. Donc surtout, allez sur les guides officiels, ils sont sur internet également. Il y a la Kaïka Fête que Maïté fait depuis déjà un moment. Vous avez tout le guide également du carnaval avec elle. Voilà, je n'en dirai pas plus sur le carnaval. La semaine prochaine, je vous parlerai de l'histoire du carnaval. Martine, très rapidement, un rendez-vous incontournable pour ce week-end, pour ceux et celles qui veulent pas le carnaval. Oui, je pense qu'il y a un coup de cœur que j'ai envie de faire. Il commence de travers, mon coup de cœur. Non, c'est le nom de la pièce. Elle est simple, il fallait la faire. C'est la nouvelle création de Nodelgis Art qui s'appelle Travers, qui va se jouer. Là, c'est une création théâtralisée autour de son, voix, etc. Avec Yann Marraine, qui est une femme magnifique, théâtre, danse, travailler la voix. Et donc, elle a créé un spectacle sonore qui va se jouer donc à l'Archipel très prochainement. Donc, je vous recommande vivement avec 2 invités majeurs, Daniela Molino Castro, qui est comédienne, dramaturge, et
enseignante, et Sasso Volmayer, qui est pianiste-compositeur. Elle a créé cette pièce qui demande à être vue avec de nombreuses représentations, et cela commence mercredi 24 janvier au Ciné-Théâtre du Lamentin à 20h avec une présentation. Merci à toi Martine, il est 13h59. Nous vous remercions de nous avoir regardés en direct du ZCL et nous écouter en direct de C10 FM 103 et de Radio Haute Tension 89.8. Nous le rappelons, Wilfried Bélizer fait un appel aux sponsors pour le joindre 0690 13 36 26 13 36 26 et l'adresse mail à wilfriedbélizer@gmail.com. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et de nous avoir regardés. On se retrouve demain pour un nouveau ZCL. Même heure, même antenne. Même heure, même antenne. Même punition.